qui anime régulièrement des cours d'activité APA, vraiment APA, orientés personnes âgées fragiles, ou repérés comme tels ou déclarés comme tels. Est-ce que toi, dans ton activité, Anne, tu as des cours qui sont étiquetés APA? Non. Non, et qui sont par exemple sur ton site Sport Santé Bien-être de ta région? Non, tu n'en as pas? Pour lesquels les médecins prescrivent? Non. Non. Pas en tant que tel. Pas en tant que tel. Tu reçois un public fragile naturellement, mais c'est pas mais- identifié APA et tu ne l'as pas déclaré sur le site Sport Santé Bien-être de ta région. Non, parce qu'en fait, Mais non, mais je- après, moi, c'est des cours cardio, en fait, pour les cardiaques, dans une association. Ouais. Ouais. Et c'est étiqueté APA, c'est déclaré comme tel auprès de l'ARS ou c'est... Non, c'est pas des cardio. Après, c'est juste un cadre légal, hein, mais c'est intéressant par rapport à ça de voir ce contexte. Quand on reviendra, on posera la question de la formation. Moi, en EHPAD, je travaille, il y a un APA qui intervient, et donc, effectivement, ça me rappelle un peu comme la position de la rééducation par rapport aux activités de la vie quotidienne, où il est bien précisé que la rééducation, ce n'est pas la rééducation de la marche, ça n'existe pas, même si c'est prescrit. On rééduque l'équilibre, le transfert d'appui, etc., mais l'activité marche, ce sont les aides-soignantes qui doivent le faire. Et ça me rappelle un peu ce modèle-là, dans la mesure où l'APA, finalement, lui, est là peut-être pour entretenir les capacités existantes, mais dans les objectifs de rééducation où on essaie de passer d'un point A à un point B, c'est-à-dire maintenir ou améliorer, c'est pas tellement, enfin, avec celui avec lequel je travaille, c'est pas ça. Lui, il attend de nous qu'on lui donne un public cible, on lui dit est-ce que ça sera du collectif ou de l'individuel, on n'a pas. Et lui, il travaille sur l'existant. Et donc pour nous, en fait, il n'y a pas trop de problème. Ouais. Et il a une approche avec des outils un peu différents des nôtres. C'est très ludique, beaucoup plus que nous. Et donc c'est très apprécié des résidents parce que ça les amuse, en fait, c'est agréable. Mais à travers ça, son objectif n'est pas le même que le nôtre. Qui d'autre travaille quotidiennement avec des APA en établissement ou en... Oui, mais j'ai le même ressenti. Exactement. Nous, on a eu plusieurs apports. Et donc, dont un qui s'imposait clairement, à mon avis, n'était pas à sa place. Et en plus, il y a eu un partage de compétences et d'interaction avec l'ergo qui s'est surajouté. Donc, il a fallu que chacun trouve sa place. Et donc l'APA a changé 2 fois et il y en a eu un qui a vraiment qui a trouvé sa place par ce biais-là en effet. Et on a mis avec le médecin rééducateur en place, le médecin coordinateur qui passait, on a mis en place le fait qu'il fallait bilanter et que ça passe d'abord par le médecin, ensuite par les kinés. Et ensuite, si le kiné déterminait que c'était en effet une marche simple, un entretien, et bien ça passait sur l'éducateur. Et l'APA était d'accord avec cette partage des tâches? Oui. Alors par contre... Ça c'est des pratiques, hein, c'est pas forcément lié aux compétences. Alors par contre oui, ce qu'on apprend c'est que c'est lui qui va faire les bilans, les TUG, les TINETI. Ça on a appris un peu sur le tard et l'atelier d'équilibre lui a été attribué par souci économique, hein, clairement. Et du coup... mais on a réussi à instaurer ça. Enfin, il a fallu qu'on borde un petit peu, mais on a réussi à s'imposer quand même. Loïc, toi, c'est en SSR de réadaptation cardiovasculaire, c'est ça? Pas que. Pas que. Non, parce qu'en fait, il y a le SSR cardiovasculaire où il y a APA et kiné, il y a les deux. Chacun a son domaine, on travaille très bien ensemble, il n'y a jamais de problème. On est obligé quelquefois de réparer un petit peu les décompensations qu'il provoque. C'est ça. Par exemple, des gens qui sont déconditionnés au niveau physique et à qui on fait refaire du sport, en fait. L'APA ne va pas faire le tour de l'assistance en disant bon, comment vous vous sentez, est-ce que vous avez mal là, est-ce que vous n'avez pas des petites choses. Non, il prend son groupe et puis il y va. C'est vrai qu'il fait attention quand même, mais il y va. Et puis le lendemain, et puis on vient me voir et on me dit tiens, tu ne vas pas voir monsieur un tel, madame un tel. Douleur, c'est ça. Donc, voilà. Donc il faut réparer. Dépassement des capacités. Oui, c'est ça. Donc, ça c'est une chose. Donc ça c'est mais par contre, c'est bien, le cœur de métier est bien distinct. C'est pas la même chose. Eux ils font effectivement un peu comme de la prévention primaire en fin de compte. Hein, mais... Bilan ou pas bilan? Ils font des bilans ou pas? Non, ils ne font pas de bilan. Parce que le bilan médico-sportif l'aurait parfaitement reconnu et valorisé. Ils ne font pas de bilan, mais par contre, bon, ils ont déjà beaucoup à faire, ils ne sont pas nombreux, c'est vrai que
D'accord. chronophage. Faisons la différence entre les pratiques, qui sont l'enjeu de rapport de force, de charismes individuels, de soutien ou pas d'encadrement et des médecins. Enfin, tout ça, c'est des pratiques, ça n'a rien à voir. Et puis, le contexte réglementaire qui, s'il était respecté, devrait faire que chacun est parfaitement à sa place, sauf qu'il y a des zones qui sont croisées dans tous les sens. Et c'est pour ça que c'est intéressant de questionner les pratiques pour ceux qui ont la chance d'avoir expérimenté le travail aux côtés des APA. Par contre, dans le service de court séjour gériatrique, en fait, bon, les médecins, ça coûte cher dans les hôpitaux, tout le monde le sait. Et en fait, en service de gériatrie, pour éviter d'avoir à payer un gériatre supplémentaire, le gériatre présent, le plus présent, en fait, le plus compétent, a estimé que si on raccourcissait le séjour des patients dans le service de court séjour gériatrique, on allait pouvoir éviter diminuer le nombre de lits. Diminuer le nombre de lits, ça voulait dire qu'on avait un gériatre de moins à employer, à payer. Mais à condition de pouvoir faire sortir les gens plus rapidement. Et ça voulait dire de créer une activité, finalement, une activité de fond, hors pathologie, bien sûr. Tu veux dire toute pathologie confondue? Non. S'il y a une pathologie, inhérente à, pas fonctionnelle, quoi. Tu vois, des gens qui sont capables de marcher tout seuls, enfin, avec du mal, bien sûr, mais qui n'ont pas de pathologie. Trouble locomoteur. Voilà, gravement. Avéré. Et donc, à ce moment-là, cela a été pris par l'APA. Mais c'est le gériatre qui, au départ, fait la prescription. C'est-à-dire qu'il dit, tel patient sera vu par l'APA, tel patient sera vu par le kiné. Et c'est un gériatre particulièrement intéressant parce que il fait bien son travail, d'une part, ça c'est bien, et puis en plus, il est intelligent, et il a très bien compris le problème qu'il pouvait y avoir entre les APA et les kinés, et il gère la situation de façon impeccable. Donc dans ce service-là, ça marche très très bien. Au-dessus, en plaie chronique et périchirurgie, le médecin, lui, n'a pas su, en fait, gérer le problème, et bon, il a eu des problèmes entre une kiné qui avait un caractère un peu pointu, et puis l'APA qui défendait un petit peu son honorabilité. Vous voyez bien ce que je veux dire. Et en fait, ça s'est très mal passé. Et là, ça a foiré complètement. Donc ça peut marcher très bien, ou foirer complètement. Et là, je pense que si le médecin est vraiment bien présent et fait bien son travail, à mon avis, ça peut fonctionner. On a souvent en formation ce débat, il est permanent depuis quelques années, au restaurant, dans les formations de kiné, ça parle souvent de cette affaire-là. J'ai quand même l'impression que les kinés qui ne connaissent pas stéréotypes, représentations, qui ne connaissent pas la situation, donc je vais citer les libéraux qui ont rarement eu l'occasion de travailler avec APA, sont extrêmement anxieux et ont des représentations extrêmement anxieuses sur l'avenir de leur métier par rapport aux APA et le débordement professionnel, et voilà, se faire manger la laine sur le dos. Et les kinés qui, c'est pour ça qu'on les interroge aujourd'hui, ont une expérience concrète du réel de cette collaboration, disent passer les premiers ajustements et le temps où il faut se découvrir et voir les compétences et les activités des uns des autres, semble-t-il qu'à part des questions de personnes qui existent entre kinés, qui existent entre kinés, voilà, et bien à part ces questions de personnes, les territoires se trouvent et la complémentarité se trouve. Et on a souvent la notion que le cadre ou le médecin prescripteur a un grand rôle à jouer pour aider les équipes à fonctionner ensemble. Il y avait un témoignage de Antoine. Oui, bah, moi ça se passe bien aussi, c'est bien complémentaire. Toi c'est en EHPAD, tu cites les cadres. Je suis libéral mais j'interviens en EHPAD. En EHPAD, voilà, c'est ça. Et en fait, j'ai utilisé cette ressource pour pouvoir continuer à faire marcher des personnes que je ne pouvais plus faire tout seul. Suivre le fauteuil, la personne etc. Donc à un moment donné, on se retrouvait à telle heure, on s'y mettait à deux. Et puis on a pu continuer à faire marcher des gens plus longtemps que j'aurais pu le faire tout seul. Ou sinon, il me fallait solliciter des aides-soignantes qui avaient autre chose à faire aussi. Et donc voilà, moi c'est une ressource que j'ai appris. Dans ce que tu cites, est-ce que c'est une coaction ou est-ce que tu perçois, toi, dans les faits, qu'il est un peu ton assistant à l'APA? Et est-ce que lui le vivait comme ça? C'est la question pour Antoine. Non, c'était... Enfin voilà, c'était... Vous mettiez à deux pour faire le job? Ouais, non, il n'y avait pas de... Ça, c'est de travailler ensemble. C'était une collaboration. Ouais, voilà. C'est la posture que je cherche. Ça. Mais en fait, la posture, de toute façon, c'est le nerf de la guerre, c'est la pathologie. Les APA n'ont pas la connaissance de la pathologie. J'ai un exemple type, c'est ce qui a été déclencheur d'ailleurs à l'EHPAD où on travaille, c'est qu'il y a eu une personne qui est arrivée avec un AVC hémi négligente.
Eh ben, il n'a pas du tout décelé ça. Il lui a proposé un déambulateur. En première intention, elle a été vue pendant 2-3 mois par l'éducateur sportif qui était en difficulté totale parce qu'il n'avait pas bilanté. Enfin, en euro, ils y connaissent, je pense, pas grand-chose. Et du coup, il y avait une canne tripote qui n'était pas du bon côté. Il y avait plein de démarches quand je suis arrivée, parce qu'au bout de 2-3 mois, ils étaient en panique et la personne avait régressé au possible. Et j'arrive, j'ai fait, c'était, je sais pas, non, c'est pas possible, hein, la prise en charge, ça va pas. Et c'est là où ça nous a permis d'avoir un très bon argument et dire, de toute façon, la pathologie, ils savent pas. Donc, en effet, la prise en charge individuelle, ils savent pas. Faire marcher une personne de façon ludique, exercices de gymnastique au PASA, très bien, les groupes, ça c'est super, ça, en effet, ils savent certainement mieux le faire que nous. Bien sûr, il y a une grande pédagogie, Mais le sens, voilà, les agrès, le ludique, voilà, le lien ça, social, ils très sont très bons là-dessus. Mais en effet, je pense qu'il y a vraiment du boulot pour tout le monde et travailler ensemble, et à partir du moment où chacun trouve sa place, mais en pathologie, ça c'est clair, à partir du moment où il faut bilanter, ils sont pas armés. Ça, c'est les témoignages en établissement. Ce qui est en train de se développer sur le territoire avec l'offre, pardon, alors encore un témoignage en établissement? Non, pas en établissement. Alors du coup, on va revenir, vas-y, c'est peut-être en lien avec ce dont on va parler maintenant, qui est l'offre de prévention. C'est quand même en lien, puisqu'on essaie, dans le vignoble de Nanterre, avec un médecin, de monter une action. Alors, on n'a pas eu les sous par la conférence, ce sera pour l'année prochaine peut-être. Où effectivement, la demande de prise en charge par les éducateurs sportifs, c'est de toutes les personnes qui, justement, dont ils ne sont pas à l'aise parce qu'il y a des pathologies qui font que. Donc ça peut être des gens qui étaient dans leur cours, qui ont eu une hospitalisation, qui sont plus au top. Donc on les prendrait temporairement pour réajuster le niveau et leur redonner dans leur cours. C'est ça le principe. Donc c'est exactement ça. Mais dans un modèle de ville. Voilà. Juste une collectif. Remarque, tu dis éducateur sportif et enseignant APA, c'est quand même pas du tout la même chose. Je suis d'accord. Donc je sais pas. Disons qu'il y a quand même une corrélation. Ça, c'est un vrai problème de transparence. On va maintenant évoquer ce qui fait notre journée d'aujourd'hui. Aujourd'hui, on fait de la prévention. On parle principalement de la prévention en collectif, même si chacun arrive ici avec sa pratique de kiné, les prises en charge à domicile ou au cabinet. Mais le thème de la journée, c'est équilibrage, c'est quand même essentiellement de la prévention primaire, un tout petit peu, secondaire surtout, et un petit peu tertiaire, en collectif et en ville, et pas en établissement, même si on a fait quelques SSR. Et là, on change de registre, l'offre APA, intitulée APA, estampillée APA, parce que les fédérations telles que Ciel Bleu, telles que le PGV, telles que Sport pour tous, etc., ont immédiatement compris l'intérêt du cadre législatif, notamment l'amendement Fourniro. Après ils ont un peu rongé leur frappe, et dès qu'ils ont vu arriver le décret d'application avec leur place, pour mettre en place. Et les frontières sont largement transgressées, puisque on voit apparaître, il y a un site qui s'appelle Sport Santé Bien-être et qui recense ces activités, l'ARS donc, et les opérateurs comme la CARSAT, etc., essayent de donner une visibilité pour que tout médecin prescripteur, n'oublions pas que c'est le médecin qui dit et toute personne âgée qui se voit prescrire une activité, puisse trouver la ressource sur son territoire. Et là, évidemment, nous, on est absolument sous-représentés là-dessus, même si on est un petit peu présent, et eux sont surreprésentés. Et ce que l'on voit, par exemple, c'est des cours qui apparaissent avec des indications, pathologie cancer du sein, etc. Voilà, on voit des propositions pour des groupes, évidemment, pour l'instant, surtout là où il n'y a pas de pathologie locomotrice. Donc, le nutritionnel, le surpoids, les pathologies de type diabète, etc., etc. Parce que là, ils se sentent à l'aise en se disant, ce que disait Loïc, on ne va pas faire de la casse, c'est des gens qui, a priori, n'ont pas de grosses pathologies articulaires, et pour lesquels l'activité physique est un plus dans le traitement du cancer, dans le traitement du surpoids, dans le traitement, etc. Et là, effectivement, on est censé, normalement, malgré tout, dans le phénotype, être dans au moins des acteurs APA, donc licence ou master, rappelons ce que ça veut dire quand même. Hein. Et en fait, très souvent, eh bien, selon les fédérations, si c'est Ciel Bleu, 9 fois sur 10, non, pas Ciel Bleu, Ciel Bleu c'est licence ou master STAPS, vous êtes EPGV, Sport pour tous, vous avez quasiment 9 fois sur 10 un BGF sur un éducateur sportif. Pour des activités qui pourtant sont marquées pour des malades chroniques et qui sont enregistrées sur le site. Donc pour l'instant ces décrets sont un peu complexes, le phénotype n'est pas facile à interpréter, le médecin n'y connaît pas grand-chose. Je lisais avant-hier sur Ouest France, avant-hier midi, une pleine demi-page concernant la prescription de l'activité physique adaptée. C'était sabré en 2 coups de cuillère à peau. Le médecin prescrit de l'activité physique adaptée, c'est bon pour la santé. Dans certains cas, c'est remboursé par les conférences des financeurs si c'est les personnes âgées, par les mutuelles. Je suis moi un coordinateur en lien avec des mutuelles nationales qui sont, on l'a vécu avec Pascal pour les avoir rencontrés au plus haut niveau, très intéressés
pour prendre en charge leur panier de soins et de prévention, puisque maintenant là aussi c'est un panier de santé, c'est plus pour prendre en charge ces activités physiques adaptées pour malades chroniques. Rappelons ALD, mais ALD c'est pas que les pathologies articulaires, hein, c'est toute autre pathologie. 12 millions de personnes en France ALD. Voilà, 12 millions de personnes. 20% de la population. Pour figurer sur le référencement sport-santé, il suffit de signer une charte avec l'ARS, quand même avoir une petite formation qui est délivrée par les crèches, c'est ça, comme ça maintenant, de quelques jours. Ça suffit. C'est le problème, c'est ce que tu évoquais. Hein. C'est le problème entre l'enseignant en activité physique adaptée, licence ou master, qui a un niveau de compétence différent du kiné, mais qui a un niveau de compétence correct pour intervenir en prévention primaire, et les BPGEPS qui ont 60, 80 heures de formation, pas plus, et qui là, aujourd'hui, interviennent sur le cancer du sein, pour prendre l'exemple du cancer du sein, mais d'autres. Et en fait, pour moi, le risque en santé publique, il est surtout là. Et là où on a, à mon sens, notre rôle à jouer, c'est sur les pathologies complexes, je dirais. Les patients parkinsoniens, les patients BPCO, les patients hémiplégiques, oui, c'est un peu plus compliqué à rentrer dans ce cadre-là, mais c'est possible. Les ALD complexes, où il y a un élément locomoteur sur lequel on peut interagir. Mais les financeurs ne sont pas forcément, on parle de la conférence des financeurs, très au courant de ceci. Et quand l'association des Parkinsoniens du Sud Finistère a fait une demande pour monter un cours d'APA, c'est l'association TAMCREIS de danse bretonne qui a des BGEPS. Alors peut-être que la danse bretonne a des effets intéressants sur certains blocages des Parkinsoniens, mais c'est cette association qui a été mandatée pour prendre en charge ce groupe. Alors que sur la table, on avait proposé nous, une action là-dessus. Mais non, ils avaient demandé juste plutôt que nous, quoi, grosso modo, ça s'est passé comme ça. Voilà, donc c'est encore assez flou chez les financeurs, ça l'est à mon avis totalement chez les médecins, même si désormais en 4e année il y a un module de prescription de l'activité physique adaptée dans le cadre du séminaire des thérapeutiques non médicamenteuses, parce que ça rentre dans ce grand tiroir-là, mais le moment où les jeunes médecins formés aujourd'hui sauront correctement prescrire et faire la différence entre les phénotypes, pour l'instant le médecin généraliste, il a retenu ce mot magique du sport sur ordonnance. Voilà. Ouais, hier, je n'ai pas encore eu le temps de le lire, mais ils ont sorti. Tout à fait. Une recommandation. Voilà. Et sport sur ordonnance, et les villes comme Strasbourg, puis ensuite depuis 24 villes en France qui remboursent le sport sur ordonnance, qu'est-ce qu'ils font? Ils ont quand même des adjoints et des acteurs de santé publique qui sont conscients. Ils disent voilà, le médecin ne savent pas prescrire, donc on va dire au médecin prescrivez. Et ensuite, c'est un coordinateur répartiteur payé par la ville, et là, à tous les coups, c'est un STAPS, alors là, un master STAPS, etc., qui accueille les personnes, qui les bilan, le fameux bilan médico-sportif, et qui les oriente vers telle ou telle association qui est estampillée APA. Voilà comment ça se passe, et donc les villes ont compris la dangerosité de la prescription du médecin, qui n'est absolument pas formé pour ça, même si le législateur lui a donné le crayon, mais pas la compétence, quoi. Tu voulais dire pour rajouter là-dessus, on a été sollicité il y a un mois par la direction de l'hôpital de Morlaix pour la mise en place justement d'activités physiques adaptées sur les patients ALD à destination pour le moment en cancérologie, puis BPCO et cardio, puis ensuite ce serait sur le diabète. Et donc on a été assez étonnés parce que donc on avait des médecins de l'hôpital de Morlaix, la direction de l'hôpital, et étaient conviés des associations sportives de tout le bassin, des kinés libéraux, et on a vu débarquer en plein milieu de la séance 2 animatrices de ciel bleu qui sont pointées devant tout le monde en disant bah écoutez, voilà, nous c'est notre corps de métier, ça tombe bien, on recherche des patients, on est disponible. On a été quand même un peu étonnés, et en fait, le médecin qui dans sa présentation a réutilisé exactement les mêmes tableaux que tu as cités tout à l'heure, ne connaît absolument pas les formations des gens de ciel bleu, donc que ce soit APA, STAPS, ce qu'on veut, et les a traités exactement sur un pied d'égalité avec les kinés libéraux. C'est un peu triste en plus parce que tous les kinés libéraux du bassin de Morlaix étaient conviés, on était 3. C'est quand même triste. Et j'ai tué une demi-heure de route de Morlaix. Et à côté, donc il y avait toutes les associations sportives avec des gens géniaux qui se sont mobilisés, qui ont fait des formations, donc jusqu'à 100 heures de formation pour des gens qui sont bénévoles quand même, pour recevoir des gens.
pour une activité physique adaptée. Et voilà, donc là encore, on ne va pas taper sur de l'APA, mais les médecins ne font pas la part des choses. Et donc là, on était quand même sur un milieu médical avec une directrice d'hôpital qui mettait quelque chose en place qui est très intéressant, qui est même fondamental, mais pour lequel il va falloir mettre les points sur les i très clairement. Voilà. Alors, pour faire le lien avec le témoignage de Thomas, mais on en multiplierait par 10 ces témoignages que l'on a régulièrement sur ce développement et cette action du pouvoir public, hein, les mairies, donc les hôpitaux, tout le monde souhaite développer ces activités. Qu'est-ce qu'on fait, nous? Parce que, voilà, penser révolutionner la législation, c'est trop tard. Même le Conseil d'État s'en est mêlé avant nous. Donc, la messe est dite. Ça ne sert à rien d'essayer de revenir à la source. Donc, une fois que la messe est dite et que le dogme est celui-ci, qu'est-ce que l'on fait? Et, encore une fois, on n'a pas la prétention de parler pour la profession. Il n'y a pas ici de représentants nationaux de la profession. Donc, nous, on est un réseau de kinésipréventeurs. C'est une particularité. Et nous, concrètement, on a un exemple très simple. Ce sont des ateliers équilibrage permanent. Quand ces gens-là terminent, Julien nous l'a dit ce matin, ils ont besoin de pérenniser les résultats par une activité physique adaptée. On peut très bien l'appeler comme ça, parce que là, ça rentre complètement dans ce qu'on vient de voir sur les phénotypes. Qui le fait? Si les kinésithérapeutes ne le font pas, notre devoir est quand même de faire en sorte que ces gens-là ne restent pas dans la campagne après avoir bénéficié et d'avoir remonté leur niveau fonctionnel, etc. Donc il va bien falloir partir à la recherche d'activités qui soient le plus proches possible de ce que l'on cherche. Donc si possible plutôt des licences et des masters que des BGEPS, si possible ciel bleu plutôt que FFE-PGV, je suis désolé de parler comme ça, mais il y a une différence dans la jungle de l'activité physique adaptée. Il y a ceux qui rentrent dans le cadre réglementaire, j'ai cité ciel bleu, ils sont parfaitement là-dedans, hein, ils n'embauchent que des licenciés et des masters. Voilà. Et puis il y en a d'autres qui sont beaucoup moins loin, donc on a beaucoup moins de chances de faire des bêtises à nos patients ou à nos participants en les envoyant vers ces cours-là. Mais l'idéal serait évidemment, c'est un idéal qui semble difficile à atteindre, que les kinésithérapeutes ouvrent des cours d'activité physique adaptée pour y accueillir des malades chroniques en ALD, soit sur prescription des médecins, soit en sortie d'activité comme celle que l'on gère, mais on n'est pas les seuls à en gérer. Et là, on serait cohérent avec nous-mêmes, parce qu'on a d'un côté ce mouvement de crainte et d'anxiété par rapport à une compétence professionnelle qui nous échapperait, mais en même temps, cette compétence, on ne s'en empare pas. Et on ne la met pas en œuvre à quelques exceptions près. Et c'est ça la grande difficulté que l'on a, nous, réseaux associatifs, pour gérer cette quadrature du cercle. Sachant que créer un cours d'activité physique adaptée ne veut pas dire d'avoir que des patients qui sont sur telle pathologie. On peut avoir... Ni que des patients en ALD. On peut avoir au sein d'un même groupe des personnes qui sont sous un label activité physique adaptée et d'autres qui viennent en tant que cours de gym lambda. Le tout, c'est d'être en capacité d'animer le groupe, de l'organiser et de faire participer tout le monde. On peut avoir l'agrément activité physique adaptée sans que l'ensemble des participants soient issus de la prescription médicale. Ce qui est non négligeable. Comment ça se passe au niveau du coût pour la personne? Certains sont pris en charge et d'autres pas. Donc là, dans ce cas-là, certains sont pris en charge, d'autres pas. Et si l'objectif et si vous le souhaitez travailler réellement sur un développement de l'activité physique dans le cadre des ALD, là, ce sera à nous, bureau, de voir comment on peut réussir à construire un projet autour de ça pour que ça puisse être subventionné pour vous, quoi. Enfin, pour les participants et en passant par vous. D'ores et déjà, astucieusement et un peu de façon paresseuse, on s'est fait identifier sur cette... Curieusement, les fonds, par exemple, concernant la conférence des financeurs. C'est-à-dire, là, on est bien d'accord, il s'agit de personnes âgées. Il ne s'agit pas des jeunes patients cancéreux ou autres, il s'agit des personnes âgées. Eh bien, les appels à candidature des conférences financeurs qui comportent la rubrique ALD sont peu mobilisés. Et les fédérations STAPS, etc. et Ciel Bleu ne sont pas encore très présents sur ces demandes de financement-là. Et donc, Julien a tenté le coup de demander des financements ALD à pas qu'on a obtenus tout de suite, sans problème. Et pour l'instant, on ne sait pas bien quoi en faire. Donc, ça sert en sortie d'atelier permanent, d'atelier événementiel. Si le kiné veut bien, en quelque sorte, redoubler son atelier, suivez mon regard, la deuxième partie s'appelle APA. Voilà, je vous la fais simple. Hein. Donc, les 12 premières séances s'appellent équilibrage, les 12 suivantes s'appellent APA. Et ça va même encore plus loin, c'est que cette année, l'ARS nous a financé 5 formations de kinésithérapeutes sur l'activité physique adaptée qu'on met en place sur la fin d'année. Là. Vous avez reçu les mails. On a une subvention de... J'ai plus le montant en tête, mais... 5 formations de kiné. 5 formations de kiné, on doit être autour de 10 000 euros de subvention. Moi, je vois pas ces mails
il est là. Alors, et en plus, au Finistère, il y en a deux. Il y en aura une à Brest, une à Quimper. Voilà. Oh, Quimper en plus. Quimper, tout près de chez toi, Maria. Oui, parce que 5 formations, on a dit qu'on allait avoir un maillage territorial. En plus. Bah alors, pourquoi je suis pas prévenue, là, il y a une astuce. C'est pas tout de suite pour Quimper. Par rapport à la prise en charge ALD, là, en l'occurrence pour les personnes âgées donc, qui font ensuite de l'atelier équilibrage, parce que l'ALD, c'est pour une pathologie particulière, donc c'est quelle que soit l'ALD, la prise en charge? Oui, donc aujourd'hui, il n'y a pas de prise en charge de l'activité physique adaptée pour ALD. Quand on a des subventions activités... Oui, par les villes, oui, par certaines villes. Mais dans le cadre de la subvention activité physique adaptée, c'est ce que je disais au tout début, elle s'appelle activité physique adaptée, mais au final, le cahier des charges est similaire au cahier des charges équilibre. Donc on met ce qu'on veut dedans. C'est pour ça qu'aujourd'hui, on en a profité pour pérenniser nos ateliers événementiels en les doublant. C'est la conférence des financeurs qui finance. Les deux, cap retraite et conférence des financeurs. Là, le seul critère, c'est pas l'ALD, c'est l'âge. Donc c'est plus de 65 ans, puisque... Voilà. Après, normalement, là-dessus, on en parle avec nos financeurs, mais c'est pas tout à fait clair. On est à front renversé. Parce que, logiquement, ils ont aussi leur typologie de public. Les CARSAT, par exemple, traduisez caisse de retraite, sont censés s'occuper des GIR 5-6. Parce que c'est pas les conseils départementaux qui, eux, ont la dépendance en charge. D'où l'APA, cette fois-ci, allocation, autonomie, dépendance, autonomie. Et donc, logiquement, ce sont les CARSAT qui financent les actions pour les GIR 5-6. Et les conférences des financeurs peuvent tout faire, mais ils ont sanctuarisé la moitié de leur budget pour GIR 1 à GIR 4, parce qu'ils veulent que le paquet soit mis sur les personnes âgées, fragiles et dépendantes. Voilà, donc on est dans des histoires un peu idiotes et administratives, qui fait qu'un financeur a un public en charge, et que normalement dans un groupe, on ne devrait pas mélanger les deux publics. Dans la pratique, fort heureusement, les GIR par exemple, la plupart des temps, on ne les connaît pas, ni en atelier événementiel, ni en atelier permanent. Donc ça permet de ne pas rentrer dans ces critères-là. Mais dans les appels à candidature, c'est sous-entendu que c'est un public particulier et que l'action doit être ciblée vers tel ou tel public. L'action à part, elle est réglementée, tant de personnes, Alors, ils ont certains financeurs, par exemple la CNAF, enfin les caisses d'assurance maladie de vieillesse qui se sont fusionnées, ont créé des référentiels que Julien a évoqué ce matin, l'histoire des 12 séances, l'histoire de tout ça. C'est des référentiels nationaux. C'est-à-dire que si on a l'argent, si on respecte le cahier des charges. Et puis les conférences des financeurs, c'est beaucoup plus flou. La plupart n'ont pas encore leur référentiel. Donc on pond un projet, et puis si ça leur plaît, ça passe, quoi. Mais ça passe souvent. Les conférences des financeurs, on fait ce qu'on veut aujourd'hui. Mais vraiment ce qu'on veut. Il y a quasiment aucun contrôle derrière. On met en place quasiment ce qu'on veut. Les caisses de retraite, c'est différent. C'est un peu plus cadré. Oui. Alors Pierre fait bien de nous rappeler qu'effectivement les vidéos sont réservées aux participants. Mais c'est un fait. Et ils le savent, pour tout dire. Ils le savent, ils parce le que savent. moi je l'ai évoqué avec eux, le fait que des subventions activités physiques adaptées dans le cadre des ALD serait intéressant de justement avoir des opérateurs de l'État qui aillent promouvoir l'appareil législatif. En soit intéressant quand même d'aller développer l'activité physique chez les personnes âgées pour qu'ils ne soient pas uniquement dans un processus de soins. C'est une idée plutôt intéressante. Mais ils sont verrouillés par ce critère d'âge notamment qui ne nous simplifie pas les choses. Pour revenir sur les financements qui ne sont pas un phénomène si périphérique, hein, même si vous n'êtes pas à l'aise avec ça dans votre... Mais n'empêche que c'est pour moi essentiel. Je ne partage pas forcément l'optimisme, ou je ne sais pas si on peut appeler ça l'optimisme ou le pessimisme de Julien concernant la prise en charge progressive. On a vu apparaître les villes en premier, Strasbourg, puis 24 autres villes, dont Rennes ici, hein, où nous sommes, Nantes et d'autres, qui remboursent, qui payent ces activités aux gens de la ville à condition qu'ils aient une prescription et qui passent par un coordinateur médico-sportif. Les mutuelles, les conférences pour les personnes âgées s'y intéressent. Les mutuelles s'y intéressent et cherchent à le rentrer dans leur panier de santé et de soins. Moi, je ne suis pas persuadé qu'à terme, ces actions-là ne soient pas un jour prises en charge par l'assurance maladie. Parce que le rapport coût-efficacité, parce que je vous signale que si nous, on publie modestement sur nos actions, on n'est pas les seuls à publier. Le professeur Somme, qui était ici ce matin, on s'est fait en
guirlandais lors de la thèse du jeune thésard Hervé, parce qu'on avait oublié de citer dans notre référentiel scientifique et de bibliographique une étude qui a été menée par par Ciel Bleu, en lien avec l'INSERM, un énorme projet sur 7000 personnes qui ont été suivies sur une activité physique adaptée, avec des résultats absolument étonnants en termes de santé, de gain d'autonomie, de recul de la dépendance, etc. Donc n'oublions pas que les STAPS, nos amis STAPS, sont des universitaires qui disposent de laboratoires de recherche, qui ont en permanence des doctorants qui font des thèses, et qui ont des professeurs d'université qui les soutiennent pour publier dans des revues à comité de lecture scientifique, y compris médicales. Donc, je pense qu'à un moment donné, ces publications et les résultats évidents obtenus par l'activité physique adaptée vont amener l'assurance maladie à réfléchir s'il n'y aurait pas moyen de réduire la manivelle prescription, notamment pour les kinés, et à ouvrir un peu la manivelle action de santé préventive de type éducative via APA prescrit. Moi, je pense qu'on va vers ça. Et ça existe en partie aujourd'hui avec l'Avenant 5 et le fait que les BPCO, sur 20 séances, en prise en charge de groupe, on n'est pas officiellement dans de la LD, mais ça s'y rapproche quand même comme format BPCO, activité de groupe, AMK 28 de mémoire, ça s'y rapproche fortement comme format. Une BPCO qui n'est pas en ALD, ça n'existe pas parce que le critère pour rentrer dans ce cadre-là, c'est d'être sous oxygène, et le critère pour qu'une BPCO soit en ALD, c'est d'être sous oxygène. Donc de toute façon... C'est pas écrit, mais ça se fait. C'est écrit, je crois. Oui, le texte est... D'accord, mais ce que je veux dire par là, l'AMK 28, c'est que pour les gens ALD. Donc je pense qu'il y a des BPCO qui au départ étiquetés BPCO qui... Mais la MK28 fonctionne que si la personne est sous oxygène. On est sur un débat technique, mais dans ce qui nous concerne aujourd'hui, on est bien d'accord que c'est bien un modèle qui préfigure. Et là, c'est un modèle en faveur des kinés, puisqu'on est en train de créer une activité physique adaptée de groupe qui passe dans la nomenclature, grosso modo, mais le même modèle va pouvoir exister du côté des APA, c'est-à-dire que l'assurance maladie va forcément, qui est blindée d'ingénieurs en économie de santé et en gestion du risque, va forcément réfléchir à l'avantage coût de ce genre de dispositif pour économiser des sous à la Sécu, tout en ayant un service de santé aussi efficace. Alors, là, bien sûr, Julien l'a dit tout à l'heure, l'APA, et on peut même côtoyer dans des mêmes cours, puisque toi et moi en anime, on voit de quoi on parle, les cours de gym santé kiné, gym santé senior, ventre plat, périnée costaud, et tout ce qu'on peut donner. Voilà, je cite, mais oui, c'est des cours qui existent et qui sont des très bons offres de santé préventive financées par les participants. Donc évidemment que les kinés... oui. Périnée costaud, tu demandes à ta voisine, elle fait toutes les semaines des cours là-dessus, tu peux t'inscrire, c'est un peu loin. Mais... Et du coup, voilà, bien sûr que les kinés aussi à investir ce champ alors on n'est plus dans l'APA, mais on est quand même dans la santé préventive, même si elle n'est pas étiquetée tant que telle, et ce sont les gens qui financent eux-mêmes. Je ne suis pas d'accord avec toi, elle n'est pas étiquetée en tant que telle. Formellement. Alors elle l'est dans la tête des gens, parce que oui. Les médecins commencent à dire vous allez aller faire de sport avec cette association-là. Et si tu l'appelles gym santé kiné, tu as lâché le mot. Hein, donc, oui, non, mais même sans le mot kiné, enfin voilà, après il y a le bouche à oreille, il faut 10 ans d'installation pour que les gens commencent à te voir. Mais les médecins commencent à dire non, vous n'allez pas faire du sport là-bas, vous allez faire du sport là. J'ai des plus jeunes et des moins jeunes. Donc ça, c'est hors sécu, hors mutuelle. Et ça, effectivement, ça fait 20 ans que je répète ça. Tout kiné qui décide d'ouvrir ça, ça marche. Je n'ai pas d'exemple d'échec. Donc voilà, ça marche. Et pourquoi pas faire cohabiter les deux, hein, on a tous dans nos cours des niveaux un petit peu, selon l'heure, etc. Ceux de 5 heures, les porcelaines un petit peu. Après, à 7 heures, on a les plus vifs qui sortent du travail, etc. Et donc, pourquoi pas dans le cours de 5 heures, voilà. Et pourquoi pas aussi accepter quelques personnes qui sont en ALD et qui bénéficient d'une prise en charge, plutôt qu'ils aillent au cours Ciel Bleu. Voilà, si on a ce genre d'offre, on peut très bien, sur des cours un peu moins capacitaires, accueillir des personnes qui sont un peu plus en difficulté. Oui, bien sûr qu'il y a cette offre-là, ça c'est sûr. C'est moins le sujet, mais c'est cette offre-là. Dans ces offres-là, c'est ce que toi tu avais mis en place, hein, d'avoir différents groupes de niveau. Et c'est le même format qu'on peut avoir suite à nos ateliers permanents. Hein. Je reprends l'exemple de l'atelier permanent parce que
ça reste le format qui est le majeur de KinéWest aujourd'hui, qui est de pouvoir faire quelque chose qui aille plus loin que uniquement l'équilibre suite à une fragilité sur ce dispositif. Je vais vous donner un exemple qu'on avait réfléchi mais qu'on n'est pas allé plus loin. On avait rencontré l'UCOG, qui est l'unité de coordination co-gériatrique, sur la possibilité d'un travail kiné-APA sur la suite des cancers chez les personnes âgées, parce que pour rentrer dans le cadre des financements. On ne l'a pas mis en place parce que ça a été trop compliqué, mais l'idée était d'avoir sur un même créneau horaire 2 ateliers, un animé par un kiné, un animé par un enseignant en activité physique adaptée, et qu'en fonction des capacités de chacun, j'ai entendu tout à l'heure, quand les capacités diminuent, de retour chez le kiné avant de retourner chez l'enseignant en activité physique adaptée, c'est un projet qui peut être mis en place. Après, ça nécessite des éléments complexes, mais ça nous assurerait une chose, c'est que tant qu'on est financeur du projet, on tient les lignes de l'organisation. Hein. Donc si un jour on veut développer ce type de projet, ce serait envisageable. Ce serait envisageable. Pour l'instant, on a surtout fait suite à la présentation de Julien et on est resté sur cette dynamique à pas, etc., avec ou sans la réglementation, avec ou sans les financements. Mais cette journée était plus large que ça, donc voilà, ce serait intéressant là maintenant peut-être d'en faire la synthèse au-delà de cette thématique-là et de dire ce que vous avez pu retenir et les questions qui restent en suspens. Et si on refaisait une autre journée dans 2 ou 3 ans, probablement, puisque maintenant on va tourner entre le Congrès national, 1 an sur 3, une journée pas mal, 1 an sur 3, et probablement une journée d'équilibrage. Qu'est-ce qui serait à amener? Moi, je pense surtout à ce qu'on a vécu avec la nutritionniste, là, hein, dans la salle de 101. C'était bien intéressant de voir qu'elle avait un schéma qui lui était dicté par son association référente, et puis on l'a tellement un peu titillé qu'elle a quitté son schéma, qu'elle nous a montré l'étendue de ses compétences, qui vont largement au-delà d'un diaporama, hein, ces compétences, et qui sont des compétences comme les nôtres, cliniques, puisqu'elle parle, elle, de telle indication nutritionniste pour telle personne en fonction de tel déficit nutritionnel, etc. Et donc, nous avons, nous, la demande des financeurs de faire de la nutrition dans nos activités parce que c'est indissociable maintenant, c'est activité physique et nutrition. Les appels d'offres s'appellent comme ça et on ne peut pas faire autrement. Et donc, il y a un projet de peut-être collaborer avec l'association qui emploie cette dame. Et voilà. Et une autre piste, parce que ça ne va pas être simple hein, de mobiliser peu. Est-ce que vous, le thème de la nutrition, vous intéresse? Oui. Et voilà. Hein, et la question de se former un peu plus sur ces questions-là, parce que la pluridisciplinarité, c'est bien. Mais la pluricompétence, c'est bien aussi. Et puis c'est commode, parce que c'est dans le même cerveau, et dans la même voiture, avec les mêmes frais kilométriques. Voilà, donc... Non mais c'est vrai. Mais oui, mais pas de petites économies, ma chère Véronique. Donc, si on, je dis ça parce que Céline est revenue, hein, la responsable de nos formations de kiné, et c'est une question qu'on se pose de sortir de nos thématiques kiné pour peut-être ouvrir sur d'autres thématiques. On l'a fait avec les risques psychosociaux animés par Pascal, qui est ici, et moi je pense que tant en entreprise que dans le secteur de la santé publique, ces compétences minimum en nutrition nous seraient bien utiles. Voilà, et je pense que là, on ne peut pas rester totalement béotien par rapport à ce champ de la compétence parce qu'il est intimement lié avec notre pratique. Qui serait intéressé par une formation sur la nutrition? Bah Céline, hein, il n'y a plus qu'à. Hein. Céline va sauter sur son iPhone et elle va commencer à recruter. Voilà, c'était un des aspects. D'autres besoins que vous ressentez pour intervenir, vous, en santé publique, dans vos cabinets, en ateliers, etc., etc. Besoin de rencontre ou besoin de formation, ou besoin de financement, ou besoin de je sais pas quoi. Du temps. Vous savez que dans la réflexion pour les APA, ouais, ok, c'est bon, le train attend. Dans la réflexion pour les APA, Véronique disait on reconnaît bien le gestionnaire avec Christian, c'est pas faux, puis Julien, forcément, il a les mêmes préoccupations, à un moment donné, un budget, c'est un budget. Dans la réflexion pour les APA, une de nos réflexions, on va être très honnête quand on a engagé Maëlle sur un stage de 3 mois, etc., c'était de tester le modèle d'une collaboration avec APA, aussi face à la pénurie de kinésipréventeurs, en santé publique et en entreprise. Ça peut paraître paradoxal à certains de vous qui peut-être à un moment donné se disent n'avoir pas assez de demandes, mais de propositions de notre part, mais inversement, nous, quand on cherche sur tel territoire, tel kiné pour telle action, on est exactement le même cas que vous, on ne le trouve pas. Vous, parfois, vous attendez telle proposition pour votre activité en dehors du cabinet, et puis on ne vous la propose pas. Puis d'ailleurs, il n'y a pas que nous qui pouvons proposer. Mais nous, on a le même problème à l'envers.
Et donc la question qu'on se posait, c'est est-ce que nous aussi, comme les SSR, comme les EHPAD, comme les, on ne va pas embaucher des... Mais la question a été posée, alors est-ce que... Voilà. Oui, oui, non mais... Non mais juste moi je suis dans un hôpital où l'année prochaine il n'y aura plus de kiné. Voilà. Et pour l'instant ils sont en train de voilà, on est 2,6 équivalents temps plein pour un petit hôpital public, je suis le 0,6 et les 2 kinés qui vont partir à la retraite l'année prochaine et il n'y a personne pour remplacer. Il faut qu'ils payent un petit peu plus. Je pense qu'il n'y a pas que la paye, il y a aussi le projet de soins. Qu'est-ce qu'on propose à des kinés plutôt que de faire que des marches, est-ce qu'on peut proposer autre chose? Et je pense que la réflexion d'aujourd'hui en est un des éléments qui peut amener les kinés à travailler peut-être dans les hôpitaux. Et je pense que des financements on peut en trouver. Mais il va y avoir un problème et la question va se poser. On a rendez-vous la semaine prochaine avec les directeurs. Parce que ça fait des années qu'on leur dit que ça va se passer, et oui, ça va se passer. Non, mais ça se passe maintenant. En plus, une année blanche, il n'y a pas de diplôme qui sort. Et le problème va être, ça va bien sur la table, les APA. Et qu'est-ce qu'ils vont pouvoir faire? Alors, avec kiné respiratoire, non. Mais bon, ils vont trouver peut-être un truc un peu polymorphe et hétéroclite sur, on va piocher là où il y a de la ressource. Et ils vont en trouver, je pense, de ce côté-là. Donc, à nous, si on ne se défend pas là-dessus, Et on revient sur les APA, mais c'est pas grave, c'est un peu la thématique. À la réponse, les APA coûtent moins cher que les kinés à l'hôpital, c'est pas si vrai que ça. Hein. La différence est très très faible. C'est même pas une question de coût, je crois que c'est vraiment de recrutement. Ah oui, qu'est-ce qu'on propose aux kinés? La facilité de recruter un APA n'est pas la même que la difficulté de recruter un kiné. Voilà, c'est la question du nombre de professionnels. On a un vrai manque du nombre de kinésithérapeutes. Quoi qu'en dise l'adresse avec son étude d'avant l'été, on a un vrai manque du nombre de rééducateurs, je dirais même sur un sens plus large, sur le territoire. C'est une vraie problématique qu'on a dans les soins à l'hôpital et c'est une vraie problématique qu'on a quand on veut développer des actions de prévention. On est tous blindés dans nos cabinets. Donc réussir à dégager du temps, c'est réussir à dégager du temps sur des horaires de soins en moins. Et c'est à chaque fois forcément des choix professionnels que l'on fait, qui sont libres à chacun, et heureusement. Donc aujourd'hui, la question qu'on se pose, qui est le fait d'autres demandes que vous auriez besoin, on a bien entendu la nutrition. Est-ce qu'il y aurait d'autres demandes, parce que c'était ça la question quand même initiale, est-ce qu'il y aurait d'autres demandes de votre part qui peuvent faire l'objet soit d'une journée ou deux de formation comme peuvent être la nutrition, ou tout simplement une thématique de journée de ce type dans 3 ans qui pourrait vous intéresser? Et histoire de suggérer sans imposer, il y a quand même une monoculture de la prévention des chutes en santé publique. Nos actions en santé publique pour l'instant se résument principalement à la prévention des chutes aux personnes âgées et à l'autonomie. Or, il y a quand même beaucoup d'autres champs de la compétence. Je pense aux incontinences, je pense à la santé respiratoire et cardiaque, je pense, voilà, et là-dessus, on est alors encore plus absent. On peut se trouver moyen en prévention des chutes. En Bretagne, pas trop quand même, on a réussi un peu à labourer le terrain, mais par contre, sur d'autres thématiques, voilà, et aujourd'hui, c'est principalement, par exemple, sur les écoles du souffle, des infirmières qui interviennent. Et puis pareil sur d'autres thématiques aussi, et ça le sera également sur la continence si les kinés ne s'emparent pas de ces questions-là. Il y a sur le canton de Plérin une demande d'action en direction des femmes sur la notion de la continence. Subventionné par la conférence des financeurs. Subventionné par la conférence des financeurs. Bon voilà, pour l'instant c'est un médecin urodynamiste qui a été sollicité et on la connaît bien, donc on va peut-être maîtriser la question. Mais voilà, ça ne nous a pas été proposé à nous. On n'est pas identifié là-dessus, quoi.